La parole à Jean-Léonce Dupont. Bien. D'abord, je voudrais remercier Gilbert, monsieur le maire, de Thiers. Je fais attention parce que, naturellement, j'aurais tendance à prononcer le Z. Et on m'a dit, alors là, tu ne vas pas faire du tout couleur locale, c'est catastrophique. Donc, vraiment, c'est un plaisir de le revoir à nouveau. Je suis très heureux, évidemment, de voir toutes les personnalités. Je suis très content à côté de Mathieu, ça devient une habitude, puisque nous étions ensemble à Rennes sur un congrès, et nous intervenions tout à fait ensemble. Donc je propose qu'on fasse un tour de France ensemble. Donc on est en train de se roder, mais ça va être au point. Et puis bien sûr de retrouver Cyril et Loïc. Alors Loïc, je ne sais pas d'ailleurs si je devrais être content, mais si vous voulez, en fait, je dois vous dire, avec mon épouse, on a un petit chalet à Cordon. Ce qui fait que la Haute-Savoie est objectivement mon deuxième département de cœur. Je suis bien deuxième, hein, vous me permettez, le Calvados, Bayeux bien sûr, où j'ai pris l'habitude de faire tapisserie depuis de nombreuses années. Mais vraiment, la Haute-Savoie est un département, je dois dire, extraordinairement attachant. Mon épouse étant née à Annecy. Et Loïc a pris l'habitude en réalité de me faire travailler. Donc j'y viens en vacances et il me dit tiens, ça serait pas idiot si éventuellement tu pouvais intervenir sur tel ou tel sujet. Donc je le remercie une nouvelle fois de me donner l'occasion de dire quelques mots. Alors j'avoue que le titre m'a questionné, la place du Parlement. Je me suis dit tiens, c'est un très très beau sujet pour une première année de droit. Et donc je dois vous avouer immédiatement ma totale incompétence. Je pense que monsieur le sénateur en exercice, qui fait partie de la commission des lois, pourra vous dire des choses extraordinairement sérieuses. Moi, j'ai, Francis s'en souviendra, une formation d'économiste. Donc, évidemment, il a fallu que j'apprenne énormément, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, vous allez voir immédiatement. Alors, je me suis dit peut-être, puisque ce sont des mots d'introduction avant éventuellement un ton d'échange, je me suis dit peut-être quelques mots pour resituer quand même le cadre un petit peu général et peut-être soulever deux problématiques liées aux événements que nous sommes en train de vivre et qui effectivement posent question sur ce que fait et le rôle du Parlement aujourd'hui. Alors simplement, donc dans l'introduction, le rappel, si vous voulez, du cadre constitutionnel de la Ve République, je rappelle simplement que ce cadre est construit sur l'instabilité gouvernementale de la quatrième. Et il s'agit, nous le savons, d'un parlementarisme bicaméral, j'ose dire rationalisé, et derrière le mot rationalisé, permettez-moi de le dire, pour contenir le rôle du Parlement. Et naturellement, il y a eu quelques évolutions, notamment la réforme constitutionnelle faite sous la présidence de Nicolas Sarkozy en 2008, qui a fait un certain nombre de données et d'avancées importantes, mais nous restons avec un exécutif extraordinairement fort, avec un pouvoir présidentiel, peut-être va-j'en choquer quelques-uns, mais j'ose l'affirmer, d'hypertrophié, et un pouvoir législatif, du coup, évidemment faible, surtout comparativement à l'ensemble des pouvoirs législatifs de toutes les démocraties occidentales. Nous avons un président qui a légalement plus de pouvoir que le président américain. Le président américain a un grand pouvoir parce que le pays est un pays extraordinairement puissant, mais en capacité de décision et d'intervention, nous avons un exécutif qui est un exécutif extrêmement fort. Alors le rôle du Parlement, je vais juste vous citer un article de la Constitution, l'article 24, parce que je crois qu'il cadre bien. Le Parlement vote la loi, il contrôle l'action du gouvernement, il évolue les politiques publiques. Donc, trois actions fondamentales, c'est le rôle des parlementaires. Voter la loi, contrôler, et en ce moment, on a pu prendre, en tout cas un certain nombre de personnes ont pu se rendre compte de ce que voulait dire la notion de contrôle, et l'évaluation des politiques publiques. Alors sur le vote de la loi, je voudrais quand même rappeler que à peu près 80% des textes de loi sont ce qu'on appelle des projets de loi, par rapport aux propositions de loi. Les projets de loi sont issus en réalité du gouvernement, c'est-à-dire de l'exécutif, du secrétariat général du gouvernement, après consultation naturellement du Conseil d'État dès qu'un texte doit être soumis au Parlement. La proposition de loi est une initiative parlementaire qui vient du parlementaire, qu'il soit député, qu'il soit sénateur, et on voit bien dans la proportion immédiatement le rôle, l'hypertrophie de l'exécutif. Alors naturellement, le Parlement
va voter sur le projet de loi proposé par le gouvernement, il va pouvoir l'amender, le modifier, mais on voit bien que, en termes quantitatifs, l'important du gros travail législatif vient d'une initiative qui est une initiative de l'exécutif. Et si j'osais dire, un gros mot que j'utilise néanmoins assez souvent, vient en réalité de ce que j'appelle la technostructure. La proposition de loi qui vient du parlementaire va être en réalité un vrai chemin de croix, puisque le parlementaire, lorsqu'il a éventuellement une idée, va écrire naturellement un texte, n'a pas bien sûr l'obligation de passer par le Conseil d'État en consultation, il va falloir qu'il trouve un temps de passage dans ce qu'on appelle une niche parlementaire qui est réservée pour les différents groupes en fonction de la quantité des membres des groupes des uns et des autres. Et une fois qu'il va avoir obtenu effectivement cette niche, va essayer de faire passer son texte, et s'il passe en première lecture dans une première chambre, va devoir trouver des collègues pour faire passer dans une niche parlementaire dans la deuxième chambre. Si c'est voté en termes identiques, on va s'arrêter là. Si ça n'est pas voté en termes identiques, il faut un retour au travers de la procédure que nous appelons la navette, et il faut donc recommencer pour retrouver une nouvelle niche, et effectivement y arriver. Alors imaginons que tout se passe bien. En général, ça peut prendre entre 6 mois et plusieurs années. Et imaginons éventuellement que la proposition de loi votée ne plaise pas à ce que j'appelle la technostructure. Eh bien, je vous rassure immédiatement, il n'y aura pas de décret d'application et le texte de loi ne sera en réalité pas appliqué. Pourquoi je vous dis ça? Simplement pour vous dire, au travers du regard qui est le mien, véritablement, ce que j'appelle l'hypertrophie de l'exécutif dans notre Ve République, je crois qu'il faut en avoir conscience pour effectivement, donc, derrière, voir un certain nombre de problèmes et de sujets qui sont posés. J'ai un grand plaisir de dire bonjour à Jean-Paul Amaudy, qui est un peu mon frère savoyard, parce que on a un peu les mêmes parcours et nous avons siégé ensemble de nombreuses années. Donc première mission, le vote de la loi. Deuxième mission, le contrôle du gouvernement. Le contrôle de l'exécutif. Il y a pour ça 2 outils essentiels, commission d'enquête et mission d'information, la structure la plus lourde étant la commission d'enquête, la structure un peu plus légère dans le temps et dans l'engagement des personnes qui sont consultées et auditionnées, étant la mission d'information. Mais dans une période récente, on a vu sur l'affaire dite Benalla, une mission d'information ayant pratiquement le statut de commission d'enquête, puisqu'en réalité, les personnes auditionnées le faisaient sous serment, et vous savez que derrière cette audition sous serment, c'est en réalité la responsabilité, notamment pénale, de celui qui est auditionné, qui peut être effectivement engagé. Alors, là encore, on peut dire que historiquement, quand je regarde, moi, depuis les quelques années que j'ai passées au Sénat, donc à peu près une vingtaine d'années, je peux dire que là encore, le rôle de l'exécutif est extrêmement fort dans la détermination des sujets étudiés en mission d'information, commission d'enquête. Ça l'est naturellement beaucoup à l'Assemblée nationale, ça l'est un peu moins au Sénat, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, puisque je pense que de ce point de vue, la majorité sénatoriale a souvent un peu plus de liberté que la majorité de l'Assemblée nationale, dont on pourra redire tout à l'heure qu'elle est souvent, vous savez, l'application, la suite tectonique de l'élection présidentielle. Donc, il y a un peu plus de liberté au Sénat, et je pense que la réalité de ce que nous venons de vivre, avec 2 missions en réalité instituées, l'une à l'Assemblée nationale et l'autre au Sénat, a bien montré ce degré de liberté qui pouvait être effectivement un peu plus grand. Je ne vais pas immédiatement développer, peut-être que Mathieu en dira un petit peu plus long tout à l'heure. Je voudrais simplement dire que là encore, si vous voulez, moi ce qui m'intéresse dans la mission d'information Benalla, telle que nous l'avons vue, c'est la réaction de l'exécutif. Nous sommes en réalité, nous l'avons bien vu, dans le cadre de la Constitution. Le Parlement est là pour effectivement contrôler l'exécutif. Et si vous regardez bien, une fois remis les conclusions de cette mission d'information, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des contre-vérités, il y a une atteinte à la séparation des pouvoirs. Donc on utilise des mots qui semblent assez forts, alors qu'en réalité,
on est dans la simple réalisation d'un des droits du Parlement, d'un des devoirs du Parlement, que de travailler effectivement en contrôle de l'exécutif. Et ça traduit bien, là encore, la difficulté de l'exécutif, comparativement à d'autres démocraties, que d'accepter un Parlement qui peut prendre un certain nombre d'initiatives et notamment étudier le travail qui est le sien. Alors, voilà, c'était quelques mots juste introductifs sur les grandes missions, simplement pour faire un cadre. Alors, au travers de la crise actuelle, peut-être vous dire deux mots de deux problématiques. La première, l'interrogation sur le fonctionnement, voire l'existence des deux chambres. Et puis, le deuxième sujet, ce que je vais appeler la concurrence de la démocratie directe. Car si démocratie directe, participative, etc., quel est le rôle demain d'un Parlement? Alors, sur la première interrogation, qui est effectivement le fonctionnement, voire l'existence des deux chambres. On a un certain nombre de propositions qui sont actuellement plus ou moins en discussion. Je parle notamment de l'idée qui a été avancée de la diminution du nombre d'élus. Diminuer, grosso modo, de 577 à 350 l'Assemblée nationale, diminuer de 348 à 250 le nombre de sénateurs. C'est effectivement un sujet dont vous avez forcément entendu parler. Il est, disons-le, populaire, puisque derrière cette idée, dans l'esprit d'un certain nombre de compatriotes, il y a l'idée qu'on va diminuer les coûts et éventuellement cet argent public si difficile à maîtriser. Je voudrais vous dire que c'est vrai pour les parlementaires, j'ose le dire parce que je crois qu'il y a un certain nombre d'élus locaux dans la salle, ça concerne aussi, vous le savez, l'ensemble des élus. Quand on parle de diminuer le nombre d'élus, en général, il y a une population qui est assez favorablement positionnée. Donc, c'est un sujet, et c'est un sujet qui va, me semble-t-il, poser un certain nombre de questions, et notamment la compatibilité avec une autre orientation qui peut être donnée, qui est l'introduction d'une part de proportionnel sur la représentation à l'Assemblée nationale. On voit bien que si on diminue le nombre de parlementaires, si on passe de 577 à 350, et si en même temps, sur les 350, on considère qu'il y en a un certain nombre qui devraient être élus à la proportionnelle, on voit bien que le parlementaire député territorialisé va rester en petit nombre. Et là se pose, me semble-t-il, une question, je n'ai pas suffisamment étudié le cas de la Savoie, mais j'ose imaginer que les problématiques ne doivent pas être totalement éloignées. C'est ce que j'appelle, vous savez, le XXL dans l'ensemble des mandats. Il me semble que depuis 20 ans, la demande de la population, c'est une demande de proximité. Ils veulent des élus proches. Gérard Larcher dirait des élus à portée d'engueulade. Et si vous regardez bien, depuis 10 à 15 ans, la réponse qui a été apportée par des pouvoirs successifs est toujours de l'éloigner. Alors c'est vrai de communes nouvelles XXL, c'est pas vrai dans tous les départements. Je peux vous parler du département du Calvados, qui était un peu sous l'influence d'un ancien ministre de l'Intérieur issu de la Manche. J'ai une partition de mon territoire communal et intercommunal, avec vraiment des zones géographiques où certaines communes nouvelles sont de dimensions tout à fait cohérentes, et d'autres sont objectivement, me semble-t-il, totalement déconnectées de l'existence d'un bassin de vie qui rend cohérent, effectivement, le dimensionnement du périmètre et le même bassin de vie. Mais au-delà des communes XXL, il y a des intercos XXL. Je ne vais pas revenir sur des débats qui probablement vous ont agité, mais je vous avoue que j'ai une difficulté naturelle avec ce qu'on appelle les seuils. Vous savez bien, notamment dans les zones de montagne, que quand on fixe un seuil qui dépasse les habitants d'une vallée et qu'il faut donc réunir deux vallées, on imagine tout à fait la fonctionnalité de la mise en place des structures et la facilité. Donc les seuils qui peuvent être cohérents à un endroit du territoire ne le sont pas à un autre endroit du territoire. Et donc nous sommes, en France, fascinés par une pseudo-rationalité posée sur les seuils. Il me semble que la vraie rationalité devrait être de baser sur l'existence même des bassins de vie cohérents culturellement, historiquement et géographiquement. Alors on a les communes XXL, on a les intercos XXL, on a les cantons XXL.
le redécoupage des cantons que nous avons connu a abouti. Moi, j'ai un canton dans mon département qui réunit pratiquement 70 communes, qui fait un diamètre d'un bout à l'autre de l'ordre de 100 km, et dont vous imaginez que la vie du conseiller départemental est aisée, puisque ne serait-ce que d'assister au simple repas des anciens une fois par week-end, il n'a pas assez de semaines pour pouvoir aller à l'ensemble des repas des 70 communes. Et puis nous avons des régions XXL. Et vous le savez bien, nous avons des cas, alors je ne vais pas du tout parler, parce que je ne veux pas me fâcher avec les locaux, de la région naturellement Rhône-Alpes-Auvergne, mais j'aime bien citer la très grande Aquitaine. Parce que la cohérence, si vous voulez, entre le Limousin et les Pyrénées-Atlantiques, historiquement, culturellement, géographiquement, économiquement, excusez-moi, mais je n'ai pas encore compris. Mais je pourrais parler du Grand Est, vous le savez bien, on a en plus des régions à forte identité, on pense évidemment à l'Alsace, et quand vous vous retrouvez en Champagne-Ardenne, avec l'ensemble des réunions qui sont mises à Strasbourg, vous imaginez la simplicité. Donc, on voit qu'on est dans le XXL. C'est vrai donc des communes nouvelles, c'est vrai des intercos, c'est vrai des cantons, c'est vrai des régions. Et maintenant, on va nous travailler des circonscriptions de députés XXL. Puisque si on descend à 350 et qu'on a 50 à 100 députés qui sont effectivement élus à la proportionnelle, ben vous faites le calcul, il en reste quoi? 200, 250 pour couvrir l'ensemble des territoires. Et pour ceux qui connaissent un peu la fonction et le travail de la fonction, je vous assure que représenter des territoires qui sont aussi étendus n'est pas chose aisée. Déjà, un sénateur qui, lui, a pour mission de représenter les territoires, donc les élus, donc déjà une population un peu plus restreinte, un département, c'est déjà une surface assez importante, mais vous imaginez, pour un député demain, d'avoir à couvrir pour certains d'entre eux, dans certains départements, l'ensemble du département, est quelque chose de malaisé. Et si on rebondit sur l'idée de nécessité de proximité entre l'élu et effectivement la population, eh bien ça pose une question, comment demain avoir une idée de ce Parlement et le rôle de ce Parlement. Juste une toute petite transgression, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais en ce qui me concerne, les députés européens dans ma région, je peux vous dire qu'on n'a pas le sentiment d'une vraie proximité. Ça ne retire rien à la qualité du travail qu'ils font, c'est pas le sujet. Mais on ne peut pas dire qu'on a une notion de proximité. Donc, c'est vrai qu'il y a un sujet. Deuxième sujet qui vient de rebondir, sujet sur lequel j'aimerais tellement pouvoir développer, mais je vais essayer de faire court, qui est l'éventuel retour, un possible cumul des mandats. Alors, là encore, si vous voulez, sur le rôle et la vision de la population sur le Parlement, alors il y a l'élu de proximité que je connais, qui est à la fois maire et sénateur ou député. Et alors lui, il est bien parce que je le connais, mais d'une manière générale, c'est scandaleux de pouvoir cumuler. Et donc vous avez eu à la fois la population, à la fois les médias, pour nous expliquer qu'il y avait quelque chose de honteux à pouvoir cumuler un certain nombre de fonctions. Et moi, je vous avoue que je n'ai jamais posé la question en ce sens. Pour moi, la question aurait dû être posée de la manière suivante. Quel est le niveau de compétences transférées au territoire? Et si les compétences transférées sont suffisantes, il n'y a pas besoin pour un élu territorial de siéger à un niveau national. Et là, on s'oriente plutôt vers des régimes fédéraux. Il est clair que quand vous êtes en Allemagne, tout se décide dans le Länder. Vous n'avez pas besoin d'aller à Berlin pour obtenir un certain nombre d'informations, d'éléments et éventuellement de finances pour développer vos projets. Mais nous restons une république centralisée, pour ne pas dire hyper centralisée. Et dans cette république hyper centralisée, eh bien oui, c'est vrai, le fait d'avoir un Parlement dont une partie est ancrée sur le territoire était à mon avis quelque chose d'essentiel. Alors c'était vrai pour le Parlement dans son ensemble, je le pensais encore plus vrai, je m'excuse auprès des députés, pour les sénateurs, dans la mesure où on a toujours considéré que le Sénat est la représentation des territoires, la Chambre des députés représentant la population. Et donc, arrêter ce cumul,
à mon avis, a montré presque immédiatement les effets. Dans la crise que nous connaissons aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des populations qui considèrent qu'effectivement, les élus sont totalement déconnectés entre la base et le sol. Deuxième grande problématique soulevée, faut-il réformer ou supprimer la seconde chambre? Bref, le Sénat. Vous imaginez que l'ancien sénateur que je suis peut vous le dire en toute tranquillité. Je n'ai pas, comme mes collègues en charge actuelle, d'obligation, etc. Alors, la réponse facile pour des gens un petit peu informés, c'est de dire, écoutez, tout le monde sait que plus de 80% des amendements sénatoriaux sont adoptés dans le projet de loi final. Ça veut bien dire qu'il y a un travail de qualité, une valeur ajoutée réelle apportée par la deuxième chambre, qui est toujours une deuxième chambre qui a ce regard peut-être un petit peu plus éloigné par rapport à la contrainte immédiate que peut vivre éventuellement la Chambre des députés. Je pourrais vous dire ça. Je pourrais vous dire, tous les professionnels sur des textes de loi reconnaissent effectivement la valeur ajoutée législative du Sénat. Mais en réalité, quand vous dites ça à la population, ça ne les intéresse absolument pas. Et donc on peut revenir effectivement sur la nécessité d'une deuxième chambre. Et là, je voudrais vraiment vous faire passer un message fort. Et ce message vient de l'analyse de l'histoire et de la situation que nous vivons aujourd'hui qui pourrait éventuellement aboutir à des situations extrêmement risquées. Il faut savoir que l'ancêtre du Sénat, c'est ce qu'on appelle, l'ancêtre lointain, c'est ce qu'on appelle le Conseil des Anciens, créé sous le Directoire pour mettre fin au régime de la terreur. Le régime de la terreur, Monsieur de Robespierre donc est à la tête de l'État, il n'y a qu'une seule chambre, et on aboutit à la terreur. Et donc le Directoire se dit il faut sortir effectivement de ces extrêmes, ce peuple qui est difficile quelquefois de diriger, de manager, et qui peut tomber dans des extrêmes, eh bien il y a utilité effectivement à avoir une deuxième chambre pour éviter que puisse ne se reproduire ce régime de la terreur. C'était évidemment il y a longtemps, puisque c'était en 1795, avec la Convention thermidorienne. Et pourquoi je vous dis cela? Eh bien, je vous dis cela parce que je n'aurais pas tenu ce discours il y a 10 ans, mais aujourd'hui, je considère que certains mouvements extrémistes en France peuvent arriver à gagner l'élection présidentielle. Ce qui était qu'une hypothèse d'école, totalement inenvisageable, ne me paraît pas totalement inenvisageable aujourd'hui. Et donc imaginons que le président ou la présidente de la République soit demain effectivement avec un profil issu d'un mouvement extrême. Il faut bien avoir conscience que le quinquennat et l'inversion du calendrier font que nous avons ce que j'appelle, en reprenant l'expression de Gérard Larcher, la réplique sismique de l'élection présidentielle. Oui, l'élection législative qui suit l'élection présidentielle est une élection qui, a priori, donne assez majoritairement une assemblée majoritaire au président qui vient d'être élu. Donc dans l'hypothèse où nous sommes avec un président venu d'un mouvement extrémiste, nous avons objectivement un fort pourcentage de chances, entre guillemets, d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale suivant le président. Eh bien, mettez-vous dans l'hypothèse où vous n'avez plus dans ce pays, qui est un pays qui peut être extrême dans un certain nombre de ses comportements, mettez-vous dans l'hypothèse où vous n'avez plus de deuxième chambre. Où vous n'avez plus ce que certains appellent un minimum de contre-pouvoir. Eh bien, je vous assure, rien que cette analyse, à mon avis, au-delà de la valeur ajoutée et du travail réel et sérieux fait par l'ensemble des parlementaires et les sénateurs en particulier, rien que cette hypothèse devrait convaincre le plus grand nombre de la nécessité absolue d'avoir une deuxième chambre. Un ancien président du Sénat, Christian Poncelet, disait, je ne sais pas si on pouvait le suivre jusque-là, mais disait si la République de Weimar avait eu 2 chambres, l'histoire eût pu être différente. Et donc, derrière le rôle du Parlement, le périmètre du Parlement, dites-vous bien qu'il n'y a pas de neutralité.
il y a en réalité un certain nombre d'éléments qui se déduisent et qui peuvent entraîner le pays dans un certain nombre de situations et de directions qui peuvent aller de la modération à l'extrémisme. Alors, c'est vrai, le Sénat a toujours dérangé. Oserais-je dire de Gaulle à Macron. Même si le général de Gaulle l'avait mis dans le discours de Bayeux. Donc je dis ça, c'était juste pour faire aussi la petite publicité locale, un petit quart d'heure, parce que quand même, un extraordinaire discours, prononcé le 16 juin 46, et il revient en fait sur les terres de la terre libérée de 44 pour là où sa légitimité a rencontré la légalité par le soutien populaire, donner les bases de la Ve République. Ça, c'était pour le discours de Bayeux. Naturellement, vous êtes obligés donc tous de venir à Bayeux. Mais c'est vrai, le Sénat a toujours dérangé, quelles que soient les majorités, et y compris quand les majorités sont en soutien au président de la République. Permettez-moi de dire, ça traduit un degré de liberté utile, nécessaire, et ce que j'appelle une valeur ajoutée, bien entendu, dans l'ensemble de ce que fait le Parlement. Alors j'en arrive à la deuxième thématique de la concurrence de la démocratie directe. Finalement, le Parlement, est-ce que ça pourrait ne pas servir? Est-ce qu'on pourrait s'en passer, effectivement, notamment au travers de ce qu'on appelle le référendum? Et on retombe là aussi sur des sujets d'actualité. Alors, le référendum, on le connaît depuis assez longtemps, naturellement à l'initiative de l'exécutif, mais fondamentalement à l'initiative du président de la République. Le problème du référendum, c'est que vous le savez, ça peut être un référendum, c'est souvent plus ou moins un plébiscite. Et c'est vrai en France, mais c'est vrai dans beaucoup de pays. On pense évidemment au référendum de 69 du général de Gaulle sur la réforme du Sénat et la régionalisation, mais on pourrait citer tout à fait récemment le problème de Matteo Renzi en Italie avec un référendum imperdable sur la réforme du Sénat, imperdable, qu'il a perdu. On peut citer naturellement le Brexit et le référendum qui posent de multiples problèmes, mais on pourrait même regarder en 2016 le référendum qui a lieu en Bolivie, vous savez, qui était un référendum sur la paix. Il s'agissait en réalité de faire que, suite au FARC, l'ensemble de la population puisse s'engager dans un mouvement de conciliation et de paix. On peut se dire là-dessus, ça va passer. Le référendum a été perdu. Donc le référendum est un outil objectivement compliqué, qui effectivement devient souvent plébiscitaire. En réalité, êtes-vous pour ou contre tel sujet? Et la population répond, en ce moment, j'aime pas le président de la République. Si je voulais synthétiser en une formule assez courte. Alors, réforme de 2008, sous Nicolas Sarkozy, on a parlé de référendum d'initiative partagée pour soi-disant dire qu'on allait élargir, voté en 2008, applicable à partir de 2015. En réalité, c'est peu utilisé. Les détracteurs ou ceux qui sont plus ou moins opposés disent bon, en réalité, c'est une communication, mais pour mettre en place un référendum de ce type, c'est objectivement extrêmement difficile, puisqu'il faut un pourcentage de membres du Parlement qui correspondent à un pourcentage de population, et au minimum, il faut 4,8 millions d'équivalents électeurs. Donc c'est effectivement quelque chose qui n'est pas si simple que cela à mettre en œuvre. Alors, on parle beaucoup en ce moment, en tout cas au travers notamment du mouvement dit des Gilets jaunes, de référendum d'initiative populaire ou citoyenne, le RIC. Et là, évidemment, se posent immédiatement deux questions. La première question, c'est le seuil. À partir de combien de personnes mobilisées sur un sujet ayant signé la volonté d'un référendum on peut faire? Alors là, il y a plusieurs propositions. Les Gilets jaunes ont dit 700 000. Je vous rappelle simplement, parce que ce sont des thématiques qui ont déjà été abordées, que Marine Le Pen avait parlé de 500 000, Nicolas Dupont-Aignan avait parlé de 500 000, Benoît Hamon avait parlé de 1% de la population en âge de voter. Donc on voit bien que ce sont des idées qui sont reprises éventuellement ici et là. C'est le problème du seuil. Deuxième problème, quel périmètre? Est-ce qu'on met ce qui est actuellement dans le cadre du référendum, et là objectivement le champ est restreint? Est-ce qu'on élargit? Est-ce qu'on y met tout?
c'est aussi possible. Vous avez par exemple un Jean-Luc Mélenchon qui propose qu'un référendum puisse aller jusqu'à révoquer un élu en cours de mandat. C'est pratique, on en change comme on veut. Donc, naturellement, toutes ces possibilités posent évidemment question. La question, c'est que vous imaginez bien, si ce RIC est mis en place et suffisamment souple, la difficulté demain de gouverner. J'ai dit que l'exécutif était hypertrophié, mais alors là, il va être hypotrophié. Car comment gouverner quand vous êtes sous la menace permanente d'un référendum à 500 000 habitants décidant effectivement d'eux? Il y a naturellement donc un blocage réel de l'action gouvernementale. Il y a le coût d'un référendum, personne n'en parle, mais organiser une élection nationale, c'est un coût. Il y a la participation. On ne peut pas dire qu'on est actuellement sur une tendance, quand on regarde l'ensemble des scrutins récents, qu'on est sur une tendance à une évolution positive du nombre de votants. On imagine demain, si on a 5, 10, 15 référendums par an, quelle pourra être effectivement la mobilisation des uns et des autres. Donc on le voit bien, il y a un vrai sujet qui n'est pas simple à traiter, et qui est de se dire où est-ce qu'on trouve le point d'équilibre entre un Parlement, donc une démocratie représentative d'un côté, et puis une démocratie directe, participative. Alors, je lance juste une idée ou une supposition. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce que j'appellerais une coproduction législative ou des questions d'actualité au gouvernement citoyenne, où on ouvre, où on travaille le lien et la possibilité effectivement d'échanger entre une partie de citoyens sur un sujet déterminé et le niveau national. Mais là encore, là il faudrait vraiment que l'exécutif soit extrêmement ouvert, puisque les dernières informations, mais là les collègues vont mieux répondre que moi, j'ai cru comprendre que les questions d'actualité au gouvernement, au Parlement, pouvaient être réduites dans un avenir assez proche. Alors si c'est pour l'ouvrir un temps aux citoyens, pourquoi pas, mais si c'est pour réduire simplement le temps d'échange et d'interaction entre l'exécutif et le législatif, là objectivement, me semble-t-il, ça peut poser un problème. Voilà, c'était juste quelques éléments d'information à poser. Vous voyez que les sujets sont nombreux, complexes. Il vous aura peut-être pas été évident que, en ce qui me concerne, je suis un convaincu total de la démocratie représentative. On se présente, on a un programme, on est élu, on le met en place, puisque je ne peux pas concevoir qu'un élu ne mette pas en place le programme pour lequel il a été élu. Et à la fin du mandat, on est félicité, encouragé à continuer ou remercié, et ça me paraît assez logique. Naturellement, les événements actuels nous poussent et nous incitent à trouver cependant une capacité de moyens d'échange, d'interaction avec des catégories de population dans une France qui est de plus en plus émiettée, qui est de plus en plus éclatée, où un certain nombre de cadres traditionnels ont complètement sauté et où donc il est de plus en plus difficile pour l'élu d'arriver à une synthèse. Et je voudrais simplement terminer ce propos, vous savez, en disant on attaque beaucoup les élus ont beau dos. J'ai toujours considéré que l'élu était le point de convergence de tous les contraires de la société. Car vous imaginez bien que si tout le monde était d'accord, il n'y aurait pas beaucoup de nécessité à avoir des élus. En réalité, il y a des élus parce que la société est diverse, voire contradictoire. Et en fait, l'élu est ce point d'échange, de contact et de tentative de trouver la solution qui permet au plus grand nombre de vivre dans l'harmonie. Donc ce sont des vrais sujets d'actualité, il ne faut pas les sous-estimer, et les crises que nous traversons doivent naturellement nous interroger, mais ne pas quand même remettre tout en cause, y compris de temps en temps par certains, dont on peut considérer que la demande d'écoute est inversement proportionnelle à la capacité d'écoute.